présidente de l'UIMM Bretagne depuis 2 mandats maintenant et je suis également présidente directrice générale de la société Novatech Industrie, qui a donc 3 sites industriels, 2 sur le secteur de Lannion et 1 sur le site du Finistère à Pont-de-Buis. Donc l'UIMM Bretagne aujourd'hui, c'est 55 000 emplois, 2 000 entreprises. Dans différents secteurs, effectivement, de la métallurgie, que ce soit de la mécanique, de l'électronique, de la chaudronnerie, en passant dans des secteurs et des marchés de la navale à des secteurs industriels ou de l'aéronautique, civile ou militaire. Donc différents secteurs et différentes réactions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur l'économie. Alors, le rôle de l'UIMM, ça a été un rôle, je dirais, de par l'histoire, qui était plus juridique et social. L'UIMM date de 1870, donc vous voyez, c'est un petit peu ancien. Mais cette grande dame a aujourd'hui, depuis 5-6 ans, bifurqué pour, je dirais, rajouter à ses compétences le business. Et donc, aujourd'hui, on a créé des outils, et en particulier en Bretagne, qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir une porte d'entrée par cette branche syndicale sur tous les univers qui peuvent intéresser un chef d'entreprise, que ce soit de la stratégie, du juridique, du social, du business, du B2B, enfin un certain nombre de questions que peuvent se poser un chef d'entreprise à tout moment de la journée. Alors, nous avons également effectivement un rôle important au niveau de la formation. Le pôle formation de l'UIMM, donc, c'est aujourd'hui 2500 apprentis, donc sur différents sites, sur Brest, sur Lorient, Quimper, Bru, Saint-Brieuc. On est répartis un peu sur tous les territoires en Bretagne, sachant que chaque territoire a aussi ses spécificités au niveau de la formation. Les publics sont tous les publics. Il peut y avoir effectivement des formations qui sont montées pour des demandeurs d'emploi, pour la formation continue, pour les jeunes, bien entendu. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que cette formation qui a été mise en place par l'UIMM est très importante. Et je dois dire qu'en 2020, on est au même niveau que 2019 au nombre d'apprentis, ce qui fait qu'on voit que l'industrie aujourd'hui en Bretagne est toujours aussi vivante et est en position de recruter, de mettre des alternants, des apprentis de tout niveau. Ça passe du CAP jusqu'à des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs en cyber ou des ingénieurs de R&D ou industriels, et que la crise, effectivement, n'a pas ralenti la volonté de l'industrie bretonne de continuer à croître. Donc, ce que je voudrais rajouter par rapport aux jeunes et l'importance de la formation dans nos métiers, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de relocalisation, de l'industrie forte et de souveraineté, on va dire. Ça passe d'abord par les jeunes et par la formation. Parce qu'aujourd'hui, on a rencontré des problématiques sur les filières de formation. Moi-même, je suis en électronique et depuis 10 ans, j'essaye de travailler pour qu'on remette en place ces filières qui ont été en l'an 2000 abandonnées puisque toute la filière électronique à ce moment-là avait décidé d'être faiblesse et de, je dirais, externaliser en particulier les composants et la fabrication électronique en Asie. Donc, de ce fait-là, tout ce qui est pan de l'éducation nationale et des formations ont été plus ou moins délaissés, on va dire. Et donc, on en ressent aujourd'hui les conséquences et on est en train de remettre en place des formations à tout niveau, que ce soit d'opérateurs de brasage, de techniciens en électronique, d'ingénieurs de R&D, d'ingénieurs industriels, etc. Parce que la relocalisation passera effectivement par la possibilité pour les entreprises de pouvoir recruter pour réintégrer un certain nombre de produits qui sont partis dans des zones low cost. Je pense que ça évolue. Bon, on a encore beaucoup de travail à faire, hein. Je ne vous cache pas, je ne vais pas crier cocorico ni aujourd'hui. Mais ce que je pense, c'est que la réponse à fin 2020 du nombre d'apprentis et d'alternants qui est du même niveau que 2019, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse, c'est qu'effectivement, un certain nombre de jeunes croient encore en l'industrie. Et je pense que pour certains,
ça a réveillé aussi quelque chose, cette crise sanitaire, c'est que le mot souveraineté, enfin c'est un grand mot, mais le fait que c'est important de fabriquer sur son territoire, en cas de crise, on peut toujours se retourner. Donc je n'ai pas dit qu'on pourra tout faire, ni tout faire revenir, mais il est important de garder les compétences ou un minimum de compétences sur son territoire. Et je pense que les jeunes l'ont compris. Non, il y a toutes sortes de métiers dans l'industrie. L'industrie, de toute façon, c'est une entreprise déjà, bien entendu. Donc, vous avez du commerce, vous avez de la finance, de RH, de relations sociales, vous avez de la communication et effectivement, vous avez de la technique, différents métiers industriels. Vous avez de la R&D, vous avez de la recherche amont, vous avez des acheteurs. Enfin, c'est une différence de métiers énormes. Et également, on peut dire que les gens ne travaillent pas qu'en local, il y a aussi des métiers qui permettent de faire de l'international et de faire sur une carrière un parcours intéressant pour un jeune et qui donne envie de venir dans l'industrie et surtout d'avoir des étoiles dans les yeux. Genre là, aujourd'hui, j'ai fait des petits robots. Les jeunes, ils étaient très contents de travailler là-dessus. C'était des petits robots qui, en plus, se sont retrouvés en EHPAD. On a travaillé également sur les respirateurs dans le plus fort moment de la crise pour Air Liquide Médical. Les jeunes étaient très heureux de pouvoir aider, etc. Et ça donne du sens. Donc, à partir du moment où on arrive à définir à travers nos métiers un sens et des valeurs, je pense qu'effectivement, ça peut intéresser les jeunes. Exactement, c'est de former pour préparer le rebond et de former dans les branches et dans les secteurs qu'on voit bien qui sont en train de croître. Parce que je dirais, on voit bien aussi tous autant qu'on est qu'il y a des branches en difficulté et puis il y a des secteurs qui, eux, surfent sur les événements et se tirent très très bien effectivement par rapport à ça. Donc nous, pendant ce temps-là, on continue à former, on met en place des formations, on met en place des moyens, des financements pour former ces personnes-là. Oui, je suis plutôt positive. Je dirais que ce qu'on a vécu depuis un an a démontré qu'effectivement, toutes les entreprises, premièrement, se fédéraient. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait beaucoup plus de collaboratifs. Alors, c'est vrai inter-entreprise, inter-filière. C'est vrai aussi dans une entreprise avec le personnel. Moi, je pense que ça a créé des liens autres. Et donc, ça a créé une dynamique pour s'en sortir qui a fait, je dirais qu'un certain nombre d'entreprises se sont fédérées pour les masques, pour les visières, pour le travail entre entreprises, pour les conseils les uns avec les autres. Enfin, il y a un mouvement qui s'est mis en place de collaboratif que je pense qui est très positif et qui donne du dynamisme à la région. Bonjour, bienvenue à tous. Je voulais tout d'abord remercier Jocelyne Madec, présidente de l'UIMM Bretagne, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui s'est prêtée au jeu de l'interview pour ce témoignage très concret et rempli d'optimisme. Merci à elle. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour ce dernier focus de la journée où nous allons parler de formation, enjeu fort de la réindustrialisation, car pour produire en France, on l'imagine bien, au-delà de la volonté dont il a pu être question lors des échanges précédents, il faut des compétences. Nous allons donc voir si nous avons aujourd'hui les bonnes compétences, si nous avons les filières d'enseignement et de qualification industrielle qui peuvent nous permettre d'être compétitifs pour retrouver notre souveraineté économique et indépendance technologique, ou ce qu'il faudrait faire pour attirer notamment plus de jeunes vers l'industrie qui souffre encore d'un déficit d'image, même si on l'a vu avec Jocelyne Madec, les choses avancent. Pour évoquer ces questions-là, j'ai avec moi 6 intervenants. Je vais, vous les découvrez, je vais vous les présenter. Avec nous, Anne Beauval, vous êtes directrice déléguée de l'IMT Atlantique, grande école d'ingénieurs du Grand Ouest avec 3 campus à Rennes, Brest et Nantes.
Pierre Jacob, vous pouvez lever la main, comme ça on vous identifie tout de suite. Vous êtes directeur Grand Ouest d'Orange. Avec nous également Stéphanie Lagal-Baranès. Vous êtes directrice générale d'Opco 2i, opérateur de compétences interindustrielles. Olivier Luancy, vous êtes associé stratégie Bonsoir. chez PwC. Bonsoir. Nathalie Chussot, vous êtes professeure des universités, économiste à l'Université de Lille. Et Akiko Suwa Eisenman, vous êtes directrice de recherche INRA. Bonsoir. Chercheur à l'École d'économie de Paris et membre du Cercle des économistes. Et je vais rester avec vous, Akiko Suwa Eisenman, puisque c'est à vous qu'incombe d'introduire ce dernier focus sur la formation. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Donc, je vais, en rebondissant sur ce que vient de nous dire Jocelyne Madec, m'interroger sur de quelles compétences on a besoin pour accompagner l'évolution de l'industrie. Et pour y réfléchir, il faut d'abord rappeler comment a évolué la nature du travail en France. Donc, il y a des tendances longues tout d'abord. La nature du travail a changé en raison du développement du commerce international, et pas tant à cause de délocalisation, mais plutôt la version positive à cause de l'avantage comparatif. Que sait-on mieux faire en France? Et cela s'est traduit par une servicification de l'industrie, le développement des services. On vient de nous parler du commerce, des activités de finance, de RH, de communication. Et donc, tous ces services et aussi, en tout premier lieu, aussi la R&D, ces idées qui irriguent les chaînes de valeur internationales. Donc, des idées créées par des entreprises françaises qui sont mises en œuvre en partie en France et en partie dans plusieurs pays étrangers avec des bas salaires. Et ce dont il faut se rendre compte aussi, c'est que ces services sont désormais menacés. Nous sommes en effet à la veille de la baisse d'un autre type de coût du commerce, pas seulement celui de transporter des biens, mais celui de déplacer, ou des idées, mais celui de déplacer les hommes. Et non pas en les faisant voyager moins cher, mais par l'essor de la téléprésence et de la robotique actionnée à distance. Ces technologies et le numérique en général ont un impact non seulement sur les ouvriers, qui pourraient être en concurrence avec les robots, mais aussi sur les services. On peut employer des comptables travaillant à l'étranger ou des programmeurs informatiques qui travailleraient à l'étranger sur des programmes de base. À ces tendances structurelles s'ajoute l'actualité tragique du Covid. La Covid a mis en avant l'importance vitale d'un ensemble de professions, les soignants, les caissiers de supermarchés, les cueilleurs de fruits et légumes, les livreurs. Il a aussi montré en creux l'importance, le rôle des enseignants et des métiers autour de la garde des enfants, notamment pour le travail des femmes. Au vu de ce contexte, de quelles compétences avons-nous besoin? Ici, pour le coup, je vais faire mon professeur et je vais essayer de couper les cheveux en quatre, donc faire des distinctions entre emploi et tâches, et après entre différents types de tâches. Un emploi, donc ce que nous avons quand nous occupons un travail, est composé de multiples tâches, donc qui sont les actions diverses que nous faisons pour notre travail. Par exemple, pour un travail de bureau, il y aurait des phases devant l'ordinateur, de la recherche documentaire, soit physique, soit sur le web, puis des rencontres avec le client. Et donc, il ne faut pas confondre emploi et tâches. Il y a un chiffre qui circule dans l'opinion publique qui est tiré d'un papier de Carl Frey et Michael Osborne de 2013 qui disait que 40% des emplois dans les pays riches sont menacés par la robotisation. Mais en fait, eux, ils raisonnaient en emploi, en 0,1. Si on coupe ces emplois en différentes tâches et qu'on regarde au niveau des tâches et après qu'on réagrège sur les emplois, on n'obtient pas 40%, mais plutôt 10% des emplois qui seraient menacés, ce qui est un chiffre non négligeable, bien sûr, mais quand même bien moindre. Après avoir distingué emploi et tâches, je voudrais rajouter une autre distinction. Parmi les tâches,
certaines peuvent être qualifiées. Une tâche qualifiée, ça requiert un raisonnement abstrait, comme par exemple pour un comptable. À l'inverse, une tâche non qualifiée est plutôt manuelle, comme un cueilleur de fruits. Et en outre, les tâches peuvent être routinières ou non. Une tâche routinière, c'est de l'exécution, comme laver la vaisselle dans un restaurant. Une tâche non routinière, à l'inverse, requiert une prise de décision devant un problème imprévu, comme un livreur. Vous pouvez ne pas être là, le colis peut ne pas être le bon, il peut y avoir des embouteillages. On voit donc qu'une partie des métiers indispensables révélés comme tels pendant le confinement consiste en tâches non qualifiées et non routinières. Ils sont difficiles à remplacer par des machines et donc difficiles à délocaliser. Ces tâches utilisent le numérique comme un outil. Un livreur reçoit son programme sur son téléphone, recueille des signatures électroniques sur un boîtier connecté. On peut penser à d'autres exemples équivalents dans l'industrie. Dans les compétences indispensables, je mettrai donc le non routinier, la capacité à réagir à l'imprévu et à résoudre les problèmes qui s'opposent, en étant capable de mobiliser les technologies de l'information. Mobiliser, pas forcément programmer, mais savoir trouver l'information. Or, en France, d'après une enquête de l'OCDE qui s'appelle PIAAC, qui porte sur les compétences des adultes, il semble que presque 3 adultes sur 10 en France soit ne possèdent pas d'ordinateur, soit sont incapables de l'utiliser, même pour ouvrir une page web. Donc, que faut-il faire? Tout d'abord, la première piste, c'est la formation initiale. Dans ces mêmes études de l'OCDE, on montre que ces compétences des adultes sont fortement déterminées par le niveau de formation initiale, même donc des années après. Ensuite, et on sait que la démocratisation scolaire en France est en stagnation, elle augmente, mais de très peu depuis l'an 2000 et à un rythme beaucoup moins rapide que à la fin du siècle précédent. Ensuite, la formation au cours de la vie, mise en œuvre donc par Jocelyne Madec, reste peu utilisée en France. Sans parler de la formation professionnelle sur laquelle nous reviendrons sans doute, je citerai juste un chiffre sur les entrées tardives à l'université. Dans les pays nordiques, 1 adulte sur 3 entre à l'université après 31 ans. Dans les pays anglo-saxons, 1 adulte sur 4. En France, 1 adulte sur 10. Et enfin, sans doute, les entreprises ont leur rôle à jouer, non seulement sur les formations en tant que telles, mais aussi pour pousser les employés à répondre à l'imprévu et à prendre des initiatives, par exemple en les organisant en petits groupes qui seraient responsables de leur action sur toute la chaîne jusqu'aux clients et arriveraient à résoudre des problèmes ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter pour lancer ce débat. Merci beaucoup, Akiko-Suwa Heinzenman. Vous allez le voir, on va revenir sur certains des points que vous avez abordés, mais on va compléter le propos avec Nathalie Chusseau. Nathalie Chusseau, je rappelle que vous êtes professeure des universités en économie à l'Université de Lille. Et voilà, vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner sur le poids de l'industrie en termes d'emploi et sur ces questions de compétences. Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc très brièvement quand même l'industrie en chiffres. Pour vous donner une idée, cela représente 3,1 millions d'emplois directs et 4 millions et demi d'emplois indirects. Et donc si on prend l'ensemble de ces emplois, ça correspond à peu près à 29% des emplois dans le pays, avec à peu près 250 000 postes à pourvoir chaque année jusqu'en 2025, ce qui est évidemment extrêmement conséquent. Et cela correspond à peu près 75% des dépenses de recherche et développement en France, c'est-à-dire à peu près 25 milliards d'euros investis chaque année, ce qui est évidemment énorme. Alors, un enjeu essentiel pour l'industrie en France et la réindustrialisation du pays, ce sont les compétences. On en a parlé, Jocelyne Madec en a parlé, mais pourquoi se focaliser sur les compétences? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le niveau de compétence aujourd'hui en France est en déclin.
On vous a parlé de la fameuse enquête PIAC de l'OCDE qui évalue les compétences des adultes dans les différents pays de l'OCDE. La France se situe vraiment en bas du tableau, quelles que soient les compétences analysées. Et pire encore, lorsqu'on regarde l'enquête Teams qui évalue, elle, le niveau en mathématiques et en sciences, la France est classée dernière ou avant-dernière. Et ça, c'est évidemment extrêmement problématique. C'est-à-dire que cette faiblesse des compétences générales et en particulier en sciences, c'est évidemment un frein à la réindustrialisation, c'est un frein à l'innovation, c'est un frein à la croissance du pays et donc un frein pour l'industrie. La deuxième raison pour laquelle il faut se focaliser sur les compétences, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée que l'on observe dans ce secteur, qui souffre probablement d'un problème d'attractivité. Si on regarde encore d'autres chiffres, la part des entreprises industrielles qui se déclarent limitées dans leurs activités en raison d'un manque de main-d'œuvre a pratiquement doublé entre 2016 et 2019. Et puis, la troisième raison pour laquelle il faut se focaliser sur les compétences, c'est qu'il faut être en mesure d'anticiper les métiers de demain. Il faut connaître les besoins en métier et donc les compétences qui sont associées à ces métiers-là au plus près des branches. Et ça, c'est d'autant plus compliqué que l'on évolue dans un environnement qui est en mutation permanente, notamment en raison de la concurrence internationale, mais aussi du changement technologique dont on vient de parler. Et le défi du changement technologique à travers l'automatisation, la robotisation, le développement de l'intelligence artificielle est vraiment colossal. On vous a cité ce chiffre il y a quelques instants. En France, ce sont 10% des emplois qui sont menacés dans tous les secteurs par la robotisation. Ce sont aussi bien des postes qualifiés que des postes non qualifiés. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir être en mesure de s'adapter à ce changement technologique. Il va aussi falloir s'adapter à un autre changement qui est le défi de la transition énergétique, c'est-à-dire développer tous les nouveaux métiers qui sont en lien avec la croissance verte et le développement durable. Et pour évidemment s'adapter à ces changements, il va falloir moderniser l'appareil productif et donc réaliser des investissements conséquents, certes, mais il va falloir surtout adapter les compétences. Et la formation tout au long de la vie par l'entreprise et en entreprise est un élément absolument crucial, fondamental. Alors, si on veut former au métier de demain et maintenir les compétences fondamentales dans les entreprises, et en particulier au sein du secteur industriel, eh bien, il faut miser sur la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie. Comme vous l'a dit Jocelyne Madec, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie avec la réforme de la formation professionnelle mise en œuvre depuis 2014 dans notre pays, et en particulier avec un focus qui a été mis sur l'apprentissage. Et effectivement, la formation des jeunes, c'est un point crucial en matière de réindustrialisation de la France. Et l'objectif aujourd'hui, qui est d'augmenter le nombre d'apprentis de 40% d'ici 5 ans, et de porter à 87 000 le nombre d'apprentis qui vont rejoindre chaque année l'industrie, est éminemment important. Et c'est vraiment crucial pour ce secteur. Il y a un deuxième acteur dont on vient de parler à l'instant, c'est évidemment le système éducatif. Le système éducatif a un rôle à jouer à différents niveaux. En matière de formation initiale, on le voit, la France a un déficit en matière de compétences par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait revaloriser ces métiers de l'industrie et ces différentes professions au sein du système éducatif, mieux orienter. Et puis peut-être stopper cette opposition systématique qui est faite entre la formation initiale qui serait valorisée davantage qu'une formation professionnelle, mieux faire connaître les métiers. On en parlait aussi tout à l'heure, différents métiers sont évidemment concernés au sein de l'industrie, très variés, et peut-être développer des partenariats, favoriser les partenariats avec l'entreprise au sein de l'école pour faire découvrir ces métiers comme ça se fait en particulier avec les métiers du numérique ou les métiers de l'informatique, pour lutter notamment contre les effets de genre. Et puis, avec cette réforme de la formation professionnelle, on a aussi les nouveaux dispositifs qui viennent d'être mis en place, qui sont très importants pour accompagner la reconversion des salariés et des demandeurs d'emploi. Et il y a un outil très intéressant qui est mobilisé, le compte personnel de formation,
Et ça, c'est très intéressant parce que c'est maintenant un compte personnel en euros. C'est une formation individualisée. Chaque salarié peut avoir accès à sa propre formation. Et il y a différents dispositifs, dont un tout nouveau qui vient d'être mis en place, la mi-janvier, le CPF, de transition collective. Et ça, c'est intéressant, financé sur le plan de relance et qui va permettre effectivement aux salariés dont l'emploi est menacé de pouvoir se reformer sur un métier porteur et en particulier porteur dans la région, c'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper les besoins des métiers en matière sur la région dans l'industrie et d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi pour se reconvertir vers ces métiers-là. Donc ça, c'est très intéressant car on essaie de faire une adéquation entre les besoins au plus près des entreprises dans ces secteurs et la formation des salariés tout au long de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Fussot, pour cet éclairage. Vous avez abordé beaucoup de points, formation initiale, formation continue, reconversion, apprentissage, toutes ces questions-là. On va essayer d'y revenir point par point, détaillé, éclairé avec les autres intervenants. Mais merci, je crois que c'était déjà un bon éclairage. Vous restez évidemment aussi avec nous. Et je voudrais interroger maintenant Olivier Luancy. Je rappelle que vous êtes associé stratégie chez PwC et un grand spécialiste de l'industrie. Vous avez écrit des livres sur le sujet. J'ai même vu que vous étiez à l'initiative du programme Territoire d'industrie. Donc c'est vraiment votre domaine de compétences. Et quand on a échangé pour préparer cet échange, vous m'avez dit le gros enjeu de la réindustrialisation, c'est d'attirer les jeunes vers l'industrie. Alors, quel constat vous faites? Est-ce qu'ils sont encore trop peu nombreux? Alors, on a vu que visiblement ça a évolué un petit peu, mais on en est où aujourd'hui? Oui, c'est un enjeu, hein, c'est un enjeu de longue date. Je pense que le premier point, c'est qu'on n'a pas mesuré collectivement à quel point la désindustrialisation était une cicatrice, une blessure. Quand on regarde les chiffres avec un peu de recul, on se rend compte que sur à peu près la moitié de la surface de notre pays, il y a 25% des emplois qui ont disparu à cause de la désindustrialisation sur les 30-35 années dernières. Et je dis bien des emplois, hein, pas que des emplois industriels, de la totalité des emplois d'un territoire, qui ont 25% de la totalité des emplois d'un territoire qui ont disparu liés à la désindustrialisation. Ça, c'est une véritable cicatrice. Ça fait mal. Ça fait mal parce que quand on a un destin à proposer à ses enfants, on n'a pas forcément envie naturellement de les reprojeter dans un monde qui a été aussi dur et qui a laissé sur le carreau autant de personnes. 25%, c'est dans chaque cercle familial, dans chaque cercle intime, il y a au moins une personne qui a été licenciée ou qui a perdu son emploi lié à la fermeture d'une usine. C'est ça que ça veut dire. Alors on part de ce point-là qui est un constat. Et il y a sans doute beaucoup de choses à faire, hein, ça a été dit au départ, pour revitaliser l'image de l'industrie. Les industriels ont une responsabilité pour, je dirais, communiquer sur ce qui est devenu la réalité de l'industrie. On n'est plus au temps de Zola, de Charlie Chaplin, des temps modernes. C'est un effort de communication qui a un peu commencé, mais qui doit sans doute s'adapter à une autre réalité qu'une communication conventionnelle. Je pense par exemple à des événements comme l'usine extraordinaire en 2018, qui a été peut-être le début d'une série d'événements grand public où on avait le plaisir de redécouvrir les savoir-faire de l'industrie, qui sont aujourd'hui des univers robotisés, digitaux, où les conditions de travail ont complètement évolué et ont été redéfinies. On n'est plus dans le monde de lutte sur les conditions de travail aussi dures que ce qu'elles ont été. Ça, c'est une première chose, un besoin de communiquer sur la nouvelle réalité. Ça veut dire que pour changer l'image, il faut ouvrir plus largement les entreprises, c'est ça? Alors ça, c'est à mon avis une deuxième conviction très forte que j'ai. Je crois qu'on convaincra les nouvelles générations qu'en leur montrant. On est tous abreuvés de communication, hein. On a des multiples canaux pour être informés. Et même si on les utilise, c'est peut-être pas aussi efficace que d'ouvrir les usines aux jeunes. Alors c'est un véritable défi, hein, pour les chefs d'entreprise. Dans une usine, il y a des endroits qui sont dangereux, hein, il y a des pièces tournantes, il y a des endroits qu'on n'a pas envie de montrer pour des raisons de concurrence, il y a du savoir-faire industriel qu'on n'a pas envie de partager. Néanmoins, les espaces peuvent être exigus, ils n'ont pas été conçus pour faire des visites,
mais néanmoins, je suis convaincu que ouvrir les portes des usines aux jeunes, collégiens, lycéens, permettre aux plus jeunes de parler aux plus jeunes. On vit dans des transitions de génération aussi expérimentées, aussi plein de savoir-faire que peut être un chef d'entreprise. C'est peut-être mieux si un jeune de 2 ou 3 ans d'expérience dans l'usine, dans l'entreprise, parle à un jeune qui a 2 ou 3 ans d'y rentrer. Ils auront les mêmes codes, les mêmes langages. Organiser ce dialogue, montrer qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une usine, son univers digitalisé, la multiplicité des compétences, hein, ça a été dit, on n'a pas aujourd'hui dans une usine uniquement des opérateurs, il y a des gens qui font du marketing, du design, il y a des gens qui opèrent des services web qui vont avec les produits. Donc toute ces diversités d'équipes multi-compétences. Ça, c'est un deuxième axe, à mon avis, qui est essentiel. L'usine n'est plus cette boîte fermée derrière des barrières dans lesquelles se noyautait une lutte sociale qui a quand même formé une partie de notre histoire. Aujourd'hui, ça doit être un lieu ouvert, plein d'aventures individuelles avec des Et gens très qui ont très les jeune. yeux qui pétillent. Oui, et vous diriez qu'il faut ouvrir, amener les enfants finalement très très jeunes dans cet univers industriel pour très jeunes finalement leur faire prendre conscience de l'intérêt des métiers qu'il peut y avoir. Oui, alors faire prendre conscience des métiers, je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais au moins montrer la réalité de l'industrie d'aujourd'hui qui n'est pas celle que nous véhiculons par des images négatives qui ont été portées et puis par cette cicatrice sociétale hein, qui a été la désindustrialisation. Voilà, simplement leur montrer. Ils se feront leurs convictions par eux-mêmes si ça leur convient ou pas, mais au moins montrer la réalité. On est dans des images qui sont parfois si loin de la réalité du tissu industriel d'aujourd'hui. Mhm. Et je crois que vous disiez aussi que si on veut changer l'image et attirer les jeunes, il faut aussi travailler sur les organisations. Aujourd'hui, dans l'industrie encore, on a une organisation très verticale et c'est ça qui peut peut-être freiner. Alors c'est un deuxième défi, hein. On parle ici des compétences, mais plus largement sans doute du facteur humain. Sur les compétences, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on en a pris la mesure, par exemple, de l'impact de la digitalisation. Les études peuvent être lues, certaines peuvent paraître contradictoires les unes par rapport aux autres, mais globalement, on est capable de voir le type de compétences qui vont être nécessaires pour digitaliser les usines. En termes de compétences, on en a parlé un petit peu, il y a aussi toutes les compétences liées au développement durable hein, qui vont arriver et ça va être un tsunami au moins aussi fort que la digitalisation avec des nouveaux besoins et d'autres besoins qui vont disparaître. Mais au-dessus de ça, il y a un véritable défi qui est que le modèle standard du Fordisme ou du Taylorisme dans l'industrie est mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mort comme modèle, ça ne veut pas dire qu'il ne s'applique plus et qu'il ne s'appliquera pas. Il y a des industries dans lesquelles il continuera à s'appliquer. Mais cette structure pyramidale où on coupe les tâches en morceaux simples qui doivent être des tâches répétitives, notamment hein, pour l'efficacité, c'était vraiment un objectif d'efficacité, ce modèle-là n'est plus universel. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui cherchent un ou des modèles substitutifs à celui-ci. Aujourd'hui, on peut parler de la production de voitures non pas à la chaîne, mais en îlot, par exemple. C'est une façon de concevoir le travail qui est complètement différente. Et cette recherche-là est en cours et à mon avis est un fantastique champ, je dirais, de développement et puis d'aventure collective pour retrouver à la fois une qualité de travail dans ces conditions, un plaisir d'être en équipe, un sens et une réalisation de soi-même. C'est ce qu'offre aujourd'hui l'industrie. Mhm. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui aussi se dire que la question des territoires, la proximité avec les territoires, c'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner? Ah, j'en suis convaincu. Je sais bien que pour rapprocher les besoins de formation de l'offre, on a déplacé un peu le curseur et qu'on a demandé aux branches professionnelles de s'en charger plus qu'avant, ce qui était une demande légitime. Néanmoins, il y a un caractère fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes relativement peu mobiles. La mobilité professionnelle des Français, c'est quelques dizaines de kilomètres, 30, 50 kilomètres. Et donc, c'est une contrainte, c'est notre culture, c'est notre attachement peut-être à une maison qu'on a achetée, à un cercle d'amis, à un cercle social. Et cette contrainte-là, il faut bien la prendre en compte, ce qui veut dire qu'il faut sur un territoire réussir à organiser les formations qui permettent aux personnes
d'évoluer tout en respectant leur souhait d'être ancrés dans un territoire. La mobilité forcée n'est jamais une bonne chose. Et cette dimension territoriale, elle est très forte. Ces écosystèmes dans lesquels on co-forme, on co-recrute, on co-investit, on co-innove, cette dimension territoriale me paraît essentielle et sans doute pas utilisée au maximum de ce qu'elle peut apporter. Encore une fois, on veut souvent faire l'adéquation entre l'offre et le besoin de formation au niveau national en compilant des chiffres. Ces chiffres et ces moyennes ne reflètent pas toujours la réalité d'un territoire et c'est pourtant là que se passe cette adéquation entre des personnes et des emplois, entre des compétences et des besoins dans les entreprises. Et cette dimension territoriale me semble essentielle et un très très beau projet ou axe de progrès, marge de progrès que nous avons devant nous pour organiser la formation. Et on voit de plus en plus d'entreprises développer des écoles de formation, donc assurer elles-mêmes leur formation. C'est la clé parce que l'éducation nationale est défaillante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là? Alors, je ne prononcerai pas sur les résultats de l'éducation nationale, il y a quelques éléments qui ont été donnés tout d'abord. Le point essentiel, je crois, et on commence à le vivre, même ma génération le vit, c'est qu'on ne pourra pas faire une vie professionnelle avec le bagage qui nous a été donné pendant notre formation initiale. Continuer à le croire est une illusion. Et donc, on va avoir une succession de périodes où on va travailler et de périodes où on va se former. Et peut-être les deux en même temps dans une même période. Maintenant, la question est de savoir comment se former et où se former. Deuxième élément, on vit dans une société où l'innovation technologique va à toute vitesse. C'est le numérique, c'est l'environnement avec des transitions très rapides. Et donc se former veut dire se former aux technologies les dernières disponibles. Si on va dans l'informatique, il y a une forme de blague qui dit que l'informaticien qu'on forme, le temps qu'il sorte de l'école, le langage sur lequel il a été formé à l'école en formation initiale est déjà caduque. On n'est pas à ces rythmes-là dans l'industrie, les cycles sont fort heureusement un peu plus longs, mais ils sont quand même beaucoup plus rapides qu'avant. Et à partir de là, pour se former aux nouvelles technologies, il faut être sur les derniers outils, les dernières machines qui les utilisent, les derniers systèmes qui les utilisent. Jusqu'à aujourd'hui, notre système de formation, que ce soit initial ou continu, n'a pas été capable de suivre ce rythme d'investissement. Et on peut comprendre pourquoi. Hein. Et les entreprises, elles, sont forcées par la concurrence de le faire. Donc, elles sont celles qui détiennent l'outil qui doit nous permettre de nous former aux futures étapes. Et pour moi, l'entreprise va devenir un lieu de formation absolument incontournable. Elle a un rôle productif, elle a un rôle de création de richesse et elle va élargir son champ. Alors, elle a élargi son champ à la question de la santé au travail. Elle a élargi son champ à celui de l'environnement, avec ses responsabilités environnementales. Elle a une responsabilité de formation et sans doute aussi d'insertion. On a une entreprise qui devient de plus en plus complexe dans ses objectifs et pas simplement le compte de résultats en bas. Ça, c'est une réalité à laquelle il va falloir s'adapter. Et je plaide pour des centres de formation dans les entreprises, que l'entreprise devienne le lieu de formation pour ses propres employés, mais plus globalement pour son territoire, pour d'autres entreprises de proximité. Merci Olivier Luancy. Je sais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à voir. On y reviendra sans doute dans les questions. Je voulais venir vers vous, Stéphanie Lagal-Baranès. Peut-être d'abord deux mots sur l'OPCO2I, dont vous êtes la directrice générale, car les opérateurs de compétences sont des structures récentes dont on ne connaît pas forcément le rôle et les missions, mais qui sont un acteur clé dans la formation métier d'avenir. Oui, les OPCO sont nés de la réforme de 2018, la loi Avenir Professionnel. Ce sont des opérateurs de compétences, là où ils étaient avant des OPCA, opérateurs organismes paritaires collecteurs agréés. Et leur caractéristique, c'est d'avoir été regroupés par grand périmètre économique sur un principe de cohérence d'intervention. Ce qui doit nous rendre plus pertinents pour intervenir sur des problématiques, pour ce qui nous concerne, interindustrie. Donc, ce sont des outils au service des branches professionnelles. Donc, pour l'industrie, c'est 32 branches professionnelles. Et sur le territoire Grand Est, on va retrouver la métallurgie, bien sûr, qui était incarnée tout à l'heure par Jocelyne Madec, mais aussi la chimie, le textile, la plasturgie composite, la navigation de plaisance, l'énergie, j'en passe. Donc, ces 32 branches professionnelles vont aussi, à travers les OPCO, travailler
ensemble à trouver les synergies sur les problématiques qui ont été évoquées juste à l'instant, de valorisation des métiers, d'investissement dans l'appareil de formation pour les jeunes, pour les salariés en place, à partir des contributions formation des entreprises. Voilà. Donc, nous sommes des conseillers d'entreprise avec une dimension territoriale très forte, puisque sur Grand Ouest, OPCO 2I a 3 directions régionales pour la Bretagne, pour la Normandie et pour les Pays de la Loire. Alors, on a déjà évoqué les jeunes, mais vous l'évoquez, et je sais que vous aviez quelques chiffres justement sur par rapport à la moisson d'alternants de 2020. Je crois qu'il y avait quelques inquiétudes à mi-année, et puis finalement, vous avez fait de très très bons chiffres. Oui, alors nous, les entreprises surtout, et les CFA, je crois qu'il y a eu une dynamique de l'ensemble des acteurs concernés pour que l'industrie, qui était une terre d'accueil traditionnelle des jeunes, pour l'insertion des jeunes, soit au rendez-vous de ses objectifs 2020, avec des objectifs ambitieux qui ont été rappelés tout à l'heure, et qu'au moment de la crise, les partenaires sociaux de la gouvernance de 10, je ne l'ai pas signalé, mais la gouvernance de l'OPCO, elle est paritaire, ce sont les partenaires sociaux des branches concernées qui sont responsables. Au périmètre de la crise, ils ont revu leur ambition à la baisse. Et avant l'été, effectivement, on avait des projections pour la rentrée 2020 sur l'insertion des jeunes qui étaient plutôt alarmistes. Et au final, on fait au global plus 9%. Donc les entreprises industrielles, tous secteurs confondus, ont accueilli 70 000 jeunes en alternance à la toute dernière rentrée. D'ailleurs, c'est une rentrée qui n'est pas encore tout à fait terminée dans certains cas. Et pour ce qui concerne la Bretagne, par exemple, c'est 11 000 jeunes. Donc si au national, le bond a été de 9% par rapport à l'objectif, finalement, en Bretagne, c'est plus 15%. Voilà, donc il y a eu effectivement une croissance de cet effectif alternant conformément aux objectifs. Et puis parce qu'il y avait les besoins des entreprises, parce qu'on a su rassurer les entreprises, notamment les plus petites, pour qu'elles ne renoncent pas à leurs objectifs d'insertion malgré le contexte, parce qu'il y a eu aussi des aides gouvernementales qui ont été mises en place pour soutenir financièrement le dispositif, parce que l'appareil de formation, les CFA, sont mobilisés pour que ces jeunes puissent faire leur rentrée. Donc on a effectivement ce résultat très positif. Oui, et on le voit, enfin, on l'a évoqué précédemment, on voit tout l'intérêt de l'alternance, de l'apprentissage, justement pour que les jeunes soient formés avec les outils d'aujourd'hui, ce que pouvait évoquer Olivier Luancy. Alors, je voudrais pas revenir là-dessus, mais plutôt sur les moyens. On n'a pas beaucoup évoqué les moyens. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de nos ambitions en termes de formation, de compétences pour l'industrie? Alors, je crois que vous venez signer une convention avec l'État dans le cadre du plan France Relance. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, je vais en dire 2 mots. Peut-être juste pour finir sur l'alternance, on en a beaucoup parlé. Je voudrais ajouter que pour OPCO 2I, un des leviers d'action sur l'alternance, c'est aussi la contribution à la modernisation des appareils de formation. Un CFA, pour être performant, doit surtout dans les domaines techniques, dans les domaines de l'industrie, doit bénéficier de plateaux techniques qui soient effectivement renouvelés régulièrement, pour permettre aux jeunes de ne pas être complètement dépassés quand ils sont sur le terrain de l'entreprise. Et donc OPCO 2I a mis en place, à travers les décisions de sa commission alternance, un programme de dotation pour les investissements des CFA. Et en 2020, on a pu accompagner 120 CFA avec 42 millions d'euros pour les aider et anticiper, voire aussi des sujets d'avenir, de prospection, pour adapter leur outil pédagogique aux besoins des entreprises. Et sur le Grand Ouest, c'est une quinzaine de CFA qui ont été accompagnés pour 10 millions d'euros. Donc, vous me parlez de moyens. Sur l'alternance, il y a les moyens qu'on a évoqués, il y a toutes les actions de promotion des métiers, mais il y a aussi cela, accompagner les CFA dans leurs investissements. Pour la formation des salariés, globalement, je pense que la problématique compétence n'est pas une problématique financière. On a des moyens financiers importants. Ce qui va se poser sans doute davantage, c'est une problématique de fléchage et de mobilisation efficace de ces moyens, d'éviter des mécaniques peut-être de saupoudrage à travers les différents acteurs, et que ces différents acteurs eux-mêmes soient en capacité, le moment venu, peut-être
de travailler ensemble, de coopérer pour aussi garantir à l'entreprise quelque chose qui est majeur dans ces contextes pour qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est la simplicité pour elle. Il faut offrir la simplicité à l'entreprise dans un panel de dispositifs et de financement qui reste assez compliqué. Ça a été tout l'enjeu des discussions qu'on a eues cette année avec l'État pour concentrer des moyens financiers, faire de l'OPCO le guichet unique à l'attention de toutes les entreprises industrielles via ces délégations régionales pour trouver une solution exceptionnelle qui marque compte tenu du contexte exceptionnel que vivent les entreprises industrielles. Alors, on a revu notre ambition à la baisse, puisque ça a fait l'objet de discussions de plusieurs mois avec l'État, compte tenu de différents événements. C'est une dotation de 150 millions d'euros pour l'industrie, pour le volet compétences de la relance de l'industrie, qui est aujourd'hui mis sur la table pour 2021 et qui va permettre d'accompagner la formation des salariés, des entreprises de toute taille, de toutes les industries. Il n'y a pas de spécificité branche professionnelle, on intervient dès lors qu'il y a un besoin d'entreprise identifié, et j'y reviendrai, que cette entreprise soit en situation d'activité partielle ou qu'elle soit en difficulté ou en mutation. C'est-à-dire qu'on doit aussi être en capacité d'accompagner une entreprise qui a un projet, un nouveau projet industriel, et qui a besoin évidemment d'adapter les compétences de ses salariés. Et pour ce faire, il y a trois leviers clés. Premièrement, c'est poser le bon diagnostic, aider l'entreprise à poser le bon diagnostic, s'appuyer chaque fois que nécessaire sur des diagnostics sectoriels. Ça a été dit, tous les secteurs industriels ne sont pas touchés de la même façon par la crise. Je sais qu'en Bretagne, il y a un exemple d'une entreprise, Francap, par exemple, qui est spécialisée dans la fabrication de conserves. À la faveur de la crise, on a eu une croissance de consommation de conserves. De produits agroalimentaires, oui. De légumes et de poissons. C'est une entreprise qui a connu une hausse forte et qui s'est trouvée confrontée à un problème de compétences qu'il a fallu accompagner pour trouver des certisseurs. Donc, il faut poser des diagnostics sectoriels, il faut poser des diagnostics territoriaux. Ça a été dit, mais la problématique compétences, elle se regarde sur une maille très fine. C'est même pas le territoire, c'est le bassin d'emploi qu'il faut regarder. L'entreprise elle-même pour l'aider à se projeter et donner les moyens aux chefs d'entreprise de reprendre confiance dans le contexte pour se projeter sur une dynamique de compétences. C'est pas forcément sa priorité quand il est d'abord heurté à des problématiques économiques. On imagine bien. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à évoquer, mais je veux pouvoir donner la parole à tout le monde et qu'on arrive aux questions-réponses. Merci Stéphanie Lagal-Baranès. Pierre Jacob, je le rappelle, vous êtes le directeur Grand Ouest Orange qui est aujourd'hui un des gros employeurs français avec près de 92 000 emplois au niveau national. Je crois que ça doit être 16 000 au niveau de votre grande région ouest qui couvre Bretagne, Pays de Loire, Normandie et Centre-Val de Loire. On imagine donc que la question de l'emploi pour vous, elle est essentielle, la question de l'emploi et des compétences. Et alors, si vous êtes plutôt confiant dans notre capacité à réindustrialiser, ça passe pour vous, pour notre capacité à former sur les métiers en tension, ce que vous constatez aujourd'hui. C'est sûr. Déjà, la première chose que je voulais passer comme message, c'est que je vais parler de l'industrie que je connais le mieux, qui est l'industrie du numérique et des télécoms. On parle souvent de digitalisation, parfois d'emplois détruits par l'innovation, ces innovations. Avant tout, notre secteur d'activité est un secteur en tension, alors même qu'il est pourvoyeur d'infrastructures ancrées sur les territoires et d'emplois pérennes en France. Vous parliez, je n'avais pas beaucoup de chiffres à vous donner, mais je vais rebondir sur le chiffre que vous avez donné. Effectivement, Orange, c'est 91 000 emplois en France, mais c'est en fait 376 000 emplois qui sont soutenus par Orange. C'est-à-dire que pour un emploi, un salarié chez Orange, il y a 3 emplois qui sont soutenus dans d'autres secteurs d'activité,
souvent industriels, avec des partenaires ou parfois serviciels. Mais c'est juste pour vous montrer que ce total qui représente 1,4% de l'emploi en France, il est sur tous les territoires, il concerne beaucoup d'activités. Et le numérique et les télécoms, c'est déjà et avant tout, ce sera mon premier point, des infrastructures physiques. Les données, ça circule à travers des câbles sous-marins, des réseaux fixes, des réseaux mobiles. Ces mêmes données sont stockées ensuite dans des data centers. Tout ça, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi pérenne et c'est des emplois qui sont sous tension actuellement. Si je prends l'exemple de la fibre optique, la fibre optique, il faut déjà la fabriquer. On a des partenaires comme l'entreprise Acom qui est à Mortain dans la Manche, qui fabrique la fibre. Puis ensuite, il faut faire des travaux pour l'installer. Il faut qu'on fasse du génie civil, des travaux publics pour installer la fibre dans la rue, dans les campagnes. Il faut ensuite des activités de bâtiment pour construire des infrastructures qui vont permettre d'être des points de raccordement. Puis il faut ensuite des techniciens pour installer la fibre chez tout à chacun ou dans les entreprises. Et puis il faut des techniciens aussi pour assurer la maintenance et l'exploitation de ces réseaux. Cette chaîne durable aujourd'hui est fortement pourvoyeur d'emplois. C'est quelque chose qui est très dynamique et sur lequel il faut essayer encore plus d'amener, bien entendu, des compétences, des jeunes compétences. Mais notre secteur, c'est aussi de l'IoT, c'est aussi de la cyberdéfense, c'est aussi du cloud, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Et je veux vous dire que j'ai la conviction que ces emplois qu'on est en train de bâtir en France, des chaînes de compétences qui vont fabriquer de l'emploi durablement sur nos territoires. Déjà, tout ce que je vous dis là, à un moment donné, on a besoin de réseaux physiques et de compétences sur les territoires. Je vous parlais de data center. Nous avons par exemple un projet que nous menons là depuis quelques années et qui va aboutir dans quelques mois d'avoir rassemblé l'ensemble de nos data centers sur 3 sites en Normandie et dans le centre Val-de-Loire, à Val-de-Reuil et à Chartres, qui nous permettra de stocker l'ensemble des données de nos clients et de toutes les entreprises qui nous confieront leurs données en France. Il y a aussi une question de souveraineté derrière ça. Et ces data centers, c'est beaucoup d'innovation, c'est des travaux pour les bâtiments, les travaux publics, c'est du travail de réseau, c'est des serveurs et des PC, c'est du travail d'intégration pour fabriquer sous cette chaîne, et puis c'est bien sûr beaucoup d'innovation demain pour les exploiter. C'est des chaînes de compétences que durablement nous installons sur nos territoires. Et puis mon dernier exemple, je crois qu'il a été évoqué tout à l'heure, mais la cybersécurité et la cyberdéfense. C'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de dépayser à l'autre bout du monde. C'est des chaînes qui se construisent sur nos territoires, où on a décidé nous massivement d'investir. Alors il faut des compétences là parfois de data scientists, d'ingénieurs, mais aussi des compétences autour de l'ergonomie, très variables, très variées en termes de niveau de formation initiale et d'accompagnement, puisque c'est un secteur qui bouge très vite, où il faut acquérir de nouvelles compétences. L'exemple que je donnerai très clairement, et qui montre aussi que quand à la fois les pouvoirs publics, le monde de l'éducation et l'initiative privée, les entreprises privées se retrouvent, ce triptyque fabrique, modélise des centres d'innovation et de compétences pour demain, à Rennes par exemple, très clairement, sur la cybersécurité, à travers à la fois des agences d'État, le ministère de la Défense, Orange qui veut en faire son premier pôle mondial d'innovation, des écoles, pour lequel par exemple parfois nous recrutons l'ensemble de la promotion. On est en train de fabriquer des chaînes durablement de ce qu'on appelle parfois l'industrie 3.0 ou 4.0, de l'industrie du numérique, qui seront ancrées sur les territoires. Donc il faut massivement parler de ces formations et amener des jeunes à entrer dans ces filières-là pour durablement s'ancrer en France et sur nos territoires. Donc oui, parce que je l'entends, de gros besoins en compétences. Et je sais qu'il y a un volet sur lequel vous travaillez chez Orange, c'est justement d'amener plus de jeunes filles dans ces métiers souvent un peu techniques et vers lesquels elles n'iraient pas forcément. Peut-être 2 mots sur ça? C'est majeur. Déjà, je rebondis juste sur un interlocuteur tout à l'heure, l'apprentissage. Orange, c'est plus de 5000 apprentis en France et plus de 1200 apprentis sur le Grand Ouest. Et la majorité des recrutements externes que nous faisons en CDI, ce sont des apprentis qui ont vécu 2 ans, 3 ans, 5 ans chez Orange. Donc nous croyons fortement dans l'apprentissage. Et nous croyons aussi dans la diversification des profils que nous recrutons. Et effectivement, la féminisation, c'est majeur. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est 10% des filières numériques où on peut rassembler le numérique, de l'informatique, qui rassemble des filles, c'est 90% d'hommes. Ce que nous avons décidé de faire, c'est dès le collège, d'amener à parler de nos métiers,
c'est dès le lycée, par exemple avec une convention que nous avons avec le rectorat de Rennes, amener des filles à être intéressées. Elles sont nombreuses dans les filières scientifiques, même majoritaires dans les bacs S. On les retrouve pas dans nos filières. On leur propose d'être marraines, de venir plusieurs jours dans l'entreprise, de voir la diversité des métiers qu'il y a dans le numérique, pour ensuite les amener parfois à faire un IUT, puis une école d'ingénieur, les accompagner pendant plusieurs années et en faire demain, j'allais dire, les fleurons, les compétences dont on a besoin sur le territoire. Ça marche. On a commencé il y a plusieurs années, alors il faut plusieurs années pour que ça marche. Il faut que des IUT, il faut que des écoles d'ingénieurs aménagent aussi un parcours pédagogique qui corresponde aux besoins des entreprises. Et donc ça prend, suivant le temps des filières, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais j'allais dire, on est en train de construire sur le Grand Ouest des filières. IMT Atlantique est présent aujourd'hui, mais l'ENSAT, l'NCBS, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, Centrale à Nantes. On est en train de fabriquer les compétences de demain dans une chaîne unie qui fabrique les compétences dont ont besoin les entreprises privées et qui permettront d'ancrer durablement ces compétences sur le territoire. Et juste pour terminer, je passerai la parole à Anne Beauval, justement, puisqu'on parle d'innovation, vous avez parlé d'ingénieurs. Il y a un gros travail aussi chez Orange en matière de reconversion, parce que vos métiers ont beaucoup évolué, et donc vous accompagnez les publics vers ces nouveaux métiers. Beaucoup. Alors, de reconversion de personnes qui sont pas chez Orange. On a amené beaucoup de personnes à être formées en partie chez Orange et en partie dans le monde de l'éducation en externe à changer de métier. On a des techniciennes ou des analystes de données dans la cyberdéfense qui avant étaient travaillées dans la restauration ou travaillaient dans des métiers du service. Donc, on met le paquet sur la reconversion et en interne, oui, Orange, qui était France Télécom depuis 1888, a beaucoup changé de métier et s'est beaucoup transformé. Et donc, on met le paquet aussi en interne pour amener des personnes qu'on a recrutées et qui restent dans une entreprise comme Orange, la plupart durablement, qui font toute ou une grande partie de leur carrière chez Orange. On a mis des écoles de formation interne, des écoles de formation réseau, des écoles de formation à l'intelligence artificielle, des écoles de formation à la cyberdéfense, pour que ces personnes continuent à acquérir les compétences tout au long de leur carrière et qu'on puisse, nous, avoir aussi des compétences qui correspondent à nos besoins et aux besoins de nos clients. C'est vraiment quelque chose de durable et je pense que si on investit sur le triptyque public, éducation, entreprise privée, et si en interne dans les entreprises, on a conscience que les compétences se perdent très vite, d'autres s'acquièrent, d'autres se consolident, mais qu'il faut accompagner nos salariés pour être toujours un leader. Et ça, je crois que c'est la clé du succès de nos entreprises et de l'ancrage territorial de nos emplois. Merci beaucoup, Pierre Jacob. J'en arrive à vous, Anne Beauval. Pierre Jacob l'évoquait, l'importance de l'innovation, le rôle des écoles d'ingénieurs. Il expliquait qu'aujourd'hui, parfois, ils recrutent des promotions entières. Alors, je crois que vous disiez que votre sentiment, c'était que sur la formation supérieure, la formation initiale et la formation supérieure notamment qui vous concerne, on est plutôt bon. En France, vous pouvez nous donner quelques éléments? Ce sur quoi je pourrais revenir, c'est effectivement sur le niveau ingénieur. On forme 37 000 ingénieurs tous les ans en France qui sont reconnus, qui se placent très bien, qui s'exportent aussi très bien, ce qui est peut-être moins bien pour l'industrie française, ça, je veux bien le souligner, et qui ont en particulier une spécificité par rapport à, je dirais, ce qu'on met derrière le terme ingénieur dans le monde anglo-saxon. C'est un niveau conceptuel important qui nous vient des maths. En France, on a encore, même si effectivement on a des évolutions qui ne sont pas forcément bonnes, mais une forte formation scientifique ancrée dans les maths. Et puis avec une vision large et systémique qui leur permet de s'intégrer pour la plupart très très bien en entreprise. Donc je pense qu'on a cette force-là et que en termes de compétences, c'est, je dirais, un atout important pour notre pays et pour notre industrie. Peut-être un point en écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment de souligner que ce qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs en général et chez nous en particulier, c'est d'apprendre à apprendre à nos ingénieurs et pas vraiment de leur apprendre des technos. Parce que oui, je suis d'accord, les technos changent très vite. Nous, on est dans le domaine du numérique, de l'énergie, de l'environnement. Ça change très très vite, je suis d'accord. En 3 ans, on peut changer de techno dans le domaine du numérique. Mais c'est pas grave. Si on leur a appris comment apprendre, ils les apprendront en entreprise, en effet. Ils les apprendront sur le tas. Ils les apprendront en stage. Mais ils arriveront surtout à pouvoir évoluer rapidement et se maintenir au bon niveau.
Quand vous m'interrogiez sur le supérieur, par contre, je voudrais insister sur un autre point, qui est que je pense par contre que le système français souffre d'un déficit au niveau intermédiaire, c'est-à-dire entre le bac pro et le niveau master ingénieur. Il y a de la place pour, je dirais, ce qu'on appelle la licence, le bachelor, la licence pro, les DUT, etc. Or, il se trouve que dans les domaines scientifiques et techniques, en tout cas, on est en train d'amener de plus en plus d'élèves au niveau master, et donc de vider complètement la pyramide en déséquilibrant, en formant en clair plus au niveau master qu'au niveau bac+3, ce qui ne permet pas, je pense, aux entreprises de s'équiper correctement avec, je dirais, les contremaîtres, les opérateurs qualifiés dont elles ont besoin. Donc, je crois qu'il y a vraiment une interrogation plus forte de mon point de vue sur ce niveau bac+3 que sur le niveau bac+5, dont je peux parler sans souci bien sûr parce que c'est le mien, mais qui me semble bien fournir des compétences adaptées aux besoins de notre industrie. Donc ça veut dire que c'est en amont, il faut encore inciter un peu plus les jeunes à s'orienter vers ces métiers-là. Non, c'est pas que ça, je pense que c'est tout notre système éducatif qui pousse vers le bac+5 et qui n'ouvre pas, Qui ne valorise pas assez des horizons professionnels dès le bac+3. Je ne pense pas, alors ça peut être lié aux jeunes, mais je pense que c'est plus, on a un système éducatif qui fait qu'on a une tendance naturelle à monter jusqu'à le diplôme maximal que l'on peut atteindre, et on peut arriver au bac+5, alors que l'entreprise peut très bien offrir des carrières intéressantes dès le bac+3, et c'est vraiment ce qui était développé précédemment. Si la formation tout au long de la vie ne décolle pas en France, alors ça veut dire qu'il faut avoir le diplôme maximal dès le début, et donc tout le monde peut se pousser pour aller le plus loin possible et ne pas ouvrir ces filières de recrutement bac+3 qui sont pourtant précieuses. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans une centrale nucléaire, honnêtement, j'avais un service en prévention des risques, j'avais du bac+5, mais j'avais surtout beaucoup de bac+3 et on avait du mal à recruter à bac+3. Donc c'est, je pense, un exemple assez concret. Donc c'est sur cette strate intermédiaire. Et vous évoquiez, enfin, on a beaucoup évoqué avant l'apprentissage. Vous êtes aussi assez convaincu de la pertinence de l'apprentissage. Ah, on est totalement convaincus sur IMT Atlantique, bien évidemment, de l'apprentissage. C'est une voie très importante et très intéressante pour le diplôme d'ingénieur. Ce que je voulais peut-être, c'est inverser ce que j'ai entendu. L'apprentissage est effectivement précieux pour former un jeune, mais c'est aussi précieux pour transformer une entreprise. Parce que l'entreprise peut, d'une certaine façon, bénéficier de ce qu'amène le jeune et derrière lui son école dès le début du contrat d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est complètement vertueux. Et nous avons 3 formations par apprentissage, dont la toute dernière a justement été créée pour ça, parce qu'elle est positionnée sur la transformation digitale des systèmes industriels, c'est-à-dire comment, avec nos apprentis, on peut accompagner des entreprises de tout secteur, dont beaucoup de l'UIMM, parce qu'on est en partenariat avec l'IT2I Pays de la Loire, pour justement leur faire passer cette mutation induite par le digital en les accompagnant grâce à un apprenti. Donc je pense qu'il faut vraiment le positionner, enfin c'est à la fois un investissement sur on forme un jeune pour les compétences, etc. Mais ce jeune-là, même pendant sa période de formation, il vous transforme. Donc c'est un élément important. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que je sais qu'à une époque on avait un discours en disant les formations ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises, je crois qu'on a largement dépassé ça. Enfin vous concernant, je crois que vous avez beaucoup travaillé justement en co-construction avec les entreprises. Je pense, alors nous sommes une école du ministère de l'Industrie, donc forcément cette orientation elle est naturelle, elle est dans nos gènes, et chaque fois que l'on pense une formation, chaque fois qu'on fait évoluer une formation, on embarque dans la réflexion nos partenaires industriels, et on l'a fait récemment, et on avait même rassemblé une 50aine d'industriels pour réfléchir sur la nouvelle formation ingénieur d'IMT Atlantique. Mais on n'est pas les seuls, je pense que c'est vraiment les écoles d'ingénieurs sont orientées
par leurs partenaires industriels avec une subtilité, c'est qu'on répond jamais, nous ne cherchons pas à répondre aux besoins immédiats des entreprises, parce que le besoin immédiat d'une entreprise n'est peut-être pas ce dont elle va vraiment avoir besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on essaie plus de travailler avec elle pour identifier en profondeur qu'est-ce qu'il faut qu'on amène comme compétences justement à nos élèves ingénieurs pour qu'ils soient capables ensuite en entreprise, je dirais, d'évoluer et de répondre à la vraie demande derrière qui n'est pas forcément toujours le besoin immédiat. Donc, il y a un petit point. Oui, je vous en prie. Je serais bien revenue sur un petit point, en petit clin d'œil par rapport à ce que disait le directeur régional d'Orange tout à l'heure. Je confirme que quand on recrute avec Orange, avec le dispositif de marrainage évoqué, on explose les taux de féminisation de nos filières, y compris quand elles sont dans le domaine du numérique. Quand on recrute sans vous, c'est un peu moins bon, mais avec vous, on est quand même arrivé à 25 à 30% sur une formation par apprentissage en réseau et télécom. C'est pas mal, donc c'était un petit clin d'œil pour montrer par quelques chiffres que ça marche effectivement. Merci. Peut-être pour conclure, un dernier mot sur les moyens. Est-ce qu'on met assez de moyens sur l'innovation et pour voilà, parce que on le sait, réindustrialiser, ça veut dire qu'on y arrivera si vraiment on est en capacité d'innover. Je voyais un chiffre récemment sur le solde de création ou destruction d'emplois dans les centres de R&D français qui a été négatif pour la première fois. C'est un mauvais signal. C'est conjoncturel. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus parce que moi je n'ai pas le recul nécessaire. Olivier Liancy le pourrait peut-être plus que moi d'ailleurs. Mais par contre sur la question des moyens, j'ai plutôt envie de dire que la vraie question c'est où on met les moyens, est-ce qu'on les focalise bien au bon endroit. Et je vais juste zoomer sur un cas où je suis tout à fait consciente de ne pas répondre à la question, mais qui me semble intéressant parce en tout cas moi j'ai pas parlé de reconvertir et en écho à ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on a encore vraiment un vrai chantier de reconversion. Nous on fait alors des expériences parce qu'on forme 60 personnes par an, donc c'est beaucoup et c'est peu quand même, sur de la reconversion, c'est-à-dire aller chercher un peu en miroir de ce que disait, ce qui a été fait à Orange, mais aller chercher des gens qui ne sont pas du tout du domaine du numérique pour les former en un bon semestre au domaine du numérique et leur mettre le pied à l'étrier pour repartir en emploi, pour repartir dans des formations qualifiantes. C'est vraiment ce que nous faisons et on sait derrière ça que l'un des gros freins, c'est effectivement les questions de financement. Et qu'il est plus facile d'avoir des financements qui sont structurels à travers les établissements d'enseignement supérieur public en particulier tels qu'ils sont, qu'on peut avoir des formations pour les formations effectivement continues en entreprise, comme ça a été développé précédemment, mais des formations pour vraiment prendre des gens qui ne sont pas du domaine du numérique et les remettre en selle en les faisant complètement changer de domaine, c'est très compliqué parce qu'il faut en particulier mobiliser les dispositifs de financement de type subsistance pour que ces personnes à un âge où globalement elles sont souvent en plus charge de famille, puissent réussir à investir. Et je pense que c'est l'un des enjeux justement de la formation tout au long de la vie. Voilà, excusez-moi, je voulais quand même le dire. J'ai un petit peu élargi votre question. Je le reconnais. C'était une belle illustration, donc c'était intéressant de le mentionner. Le temps passe très vite. Voilà, je le disais en introduction, on va arriver vers une partie questions-réponses. Donc je ne sais pas si déjà parmi qui êtes dans cet auditorium virtuel, par rapport à ce que vous avez entendu, il y a des choses qui vous interpellent, vous avez envie de précision. Donc n'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions à nos intervenants. Alors, nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, bon, alors peut-être, je sais que la première question, c'est souvent la question la plus compliquée à venir. Alors peut-être on n'a pas évoqué depuis le début la question du dispositif Transco qui vise à éviter un passage par la case Pôle emploi pour les salariés dont l'emploi serait menacé en leur proposant tout un parcours de formation. Alors peut-être Olivier Liancy, vous avez vu ce nouveau dispositif, vous avez un regard par rapport à ça? Oui, je le connais encore peu, il faut qu'il se mette en place, mais en tous les cas, l'idée est assez intéressante. Il y a un certain nombre de territoires d'industrie, je discutais
encore hier avec le responsable du territoire d'industrie autour de FIJAC, hein, qui me parlait de ce type de dispositif avec FIJAC est connu notamment pour sa sous-traitance aéronautique, donc ils ont été touchés. Fort heureusement, ils ont commencé il y a assez longtemps à se diversifier sur d'autres secteurs et sur tous les secteurs de la mobilité. Et il m'expliquait effectivement que ce type de dispositif qui permet de prendre une personne avec des compétences et d'accompagner directement vers une autre industrie, un autre employeur, avait une efficacité extrêmement forte. Voilà, c'est juste un témoignage. Après, il faudra voir à l'usage le résultat. Encore une fois, ce que je retiens, on a beaucoup parlé de formation, mais aussi beaucoup de territoire. On est bel et bien là sur des dimensions où une personne est ancrée dans un territoire où il a sa vie et il faut respecter cette dimension de mobilité pour lui permettre de retrouver un emploi, une reconversion. Ça va bien dans ce sens-là. Merci Olivier Luancy. Alors, je crois qu'on n'a pas encore de questions dans l'auditorium virtuel, mais il y a des questions qui arrivent par écrit et je vais vous en relayer une. Est-il possible d'imaginer un outil alimenté par les entreprises pour identifier leurs besoins actuels et futurs en employés et en compétences? Qui veut répondre à cette question-là? Oui, Stéphanie Lagal-Baranès. Oui, je veux bien. Les outils existent. Nous, on a développé cette année le diagnostic GPEC, qui est un outil de conseil qui permet jusqu'à 10 jours d'accompagner une entreprise pour poser son diagnostic en besoins compétences par rapport à une prospective industrielle. C'est-à-dire que la prospective compétence, elle peut pas être désincarnée du projet de l'entreprise, de son état des lieux et de sa projection. Donc les outils existent et ils sont même financés. Ce sont des dispositifs que tous les OPCO accompagnent. D'ailleurs, c'est pas spécifique à 2I, mais nous on en a fait une priorité justement pour bien accompagner derrière le développement des compétences. D'accord. Et est-ce qu'il y a des observatoires, qui existent aussi? Alors là, oui, là, je prends l'outil au niveau de l'entreprise, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les 3 niveaux d'observation et de prospective qu'on peut faire au niveau d'une branche ou de l'inter-industrie. OPCO 2I a mis en place l'observatoire prospective compétences industrie, qui vise aussi à mettre en dynamique les différents travaux de prospective qui peuvent être faits branche par branche. Il y a la maille territoriale, on y revient, et j'y reviens, j'insiste, elle est parfois très fine sur des problématiques de reconversion. On a par exemple accompagné dans l'Est des salariés de PSA vers Hermès. Donc il a fallu vraiment identifier les besoins à l'arrivée, les besoins de départ individuels, construire les parcours, et de se faire que à l'échelle d'un territoire, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure aussi, de mobilité individuelle. Et enfin, le diagnostic au niveau de l'entreprise, un diag GPEC financé par les OPCO, et puis d'autres dispositifs. Je dois dire que là, les directs aussi ont des dispositifs sur le sujet. Il y a vraiment plusieurs outils à disposition des entreprises. Le tout, c'est de les faire connaître. On revient sur le sujet de l'efficacité des outils et des forces de frappe en présence sur un même territoire, d'où la nécessité de coordination des différents acteurs. Quand vous dites DIAC GPEC, c'est pour gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est ça? On n'a pas encore actualisé l'acronyme, mais c'est ça. Oui. Ok. On n'a pas non plus évoqué la question du label French Fab, et je trouve que c'est un label intéressant, peut-être qui a permis de mettre un focus sur l'industrie ces derniers mois. Ça vous paraît une bonne chose qui veut apporter un élément, un éclairage sur ça? Oh, oui, allez-y, je vous en prie, Olivier Luancy. Je veux bien réagir là-dessus. Je pense que c'est un élément essentiel qui fait partie maintenant de cette communication. C'est un étendard, hein, c'est du déclaratif, c'est pas, le cahier des charges, je dirais, est pas très épais, mais c'est essentiel que nous puissions nous retrouver, tous ceux qui croient en l'industrie, en la renaissance industrielle, derrière cet étendard,
qui permet encore une fois de montrer la direction, de donner une image un peu plus dynamique de notre vieille industrie qui est en fait en train de se renouveler complètement. Donc pour moi, c'est un des éléments qui participe à ce renouveau de l'image. Alors, il ne faut pas s'arrêter là, hein. Il y a derrière les French Fab Tours, hein, qui permettent aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, à des jeunes de découvrir ce que c'est l'industrie. Il y a Fab in Tech, toujours dans cette même mouvance, qui permet de voir comment on fait rentrer le monde des startups et de l'innovation des startups dans l'industrie. Il n'y a pas, les startups ont révolutionné le numérique, ils ont révolutionné l'entertainment, l'activité des loisirs, ils sont en train de révolutionner la finance et la médecine. Elles sont pas encore vraiment rentrées dans l'industrie, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Voilà, donc autour de cette image, c'est des étendards, ce drapeau, il y a plein d'initiatives concrètes qui vont dans le bon sens et auxquelles je pense qu'il faut contribuer. J'incite tous les chefs d'entreprise à aller voir la charte French Fab. Je pense qu'ils s'y retrouveront à 99% d'entre eux, et puis de promouvoir ce label commun. Pierre Jacob, je vous voyais vouloir réagir sur cette question-là. Non, je souscris complètement à ce qui a été dit, hein. On est un des partenaires de cet événement-là. C'est un outil de communication qui va dans les régions d'ailleurs, hein, sur les territoires, parler de ce que sont les emplois industriels aujourd'hui. On a parfois une image peut-être un petit peu vieillotte, surannée, on pense à l'industrie lourde, mais l'industrie, elle vit, c'est un corps vivant avec son temps, et il y a plein d'emplois, parfois de haute technologie, de hautes compétences, qui émergent. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire. L'innovation, elle va créer aussi de l'emploi industriel. Et on n'a pas toujours conscience, je donnerai juste cet exemple, mais que de nouveaux réseaux, on parle actuellement beaucoup de la 5G, mais pas pour l'aspect, à mon avis, suffisamment d'innovation dans les entreprises. Mais c'est quelque chose qui va emmener les entreprises à innover et ça va toucher essentiellement des entreprises qui sont ancrées sur le territoire. Domaine de la santé, domaine du bâtiment, le domaine du fret et de la logistique. Et donc, c'est à la fois une modernisation des outils industriels qui va être majeure, une vraie révolution d'ici 2030, mais qui va créer de la valeur et de l'emploi industriel ancré sur le territoire. Et ça permet justement de parler, tout à l'heure je parlais d'industrie 3.0 ou 4.0, d'industrie créateur d'emplois qui va toucher tous les territoires. Et ça, je pense que c'est aussi préparer les jeunes à se projeter dans un monde qui n'est pas celui forcément qu'ils connaissent aujourd'hui, mais qui sera le monde qui va aboutir en 2025, en 2030 et un peu plus tard. Peut-être une question qui arrive de l'auditorium virtuel. Je ne sais pas si on en a, si certains voudraient intervenir. Autrement, j'ai encore des questions. Oui. J'en ai une écrite, donc c'est la suivante. Comment donner envie aux jeunes de se diriger vers les métiers de l'industrie qui exigent beaucoup de qualifications, mais pas nécessairement un niveau à Bac+5 ? Merci. Quelqu'un qui se sent de répondre à ces questions-là. Il y a des questions qui arrivent aussi, enfin, sur l'éducation nationale qui devrait peut-être faire sa révolution et voilà, s'ouvrir un petit peu plus largement pour inciter les jeunes. Anne Beauval, oui. Oui, je peux simplement rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut donner à voir. Il faut effectivement donner à voir en emmenant au maximum les enfants dans les usines. Enfin, je dirais à toucher du doigt la matière. Hein, quand on dit donner à voir, quand on a vu dans le domaine de la sidérurgie, de l'acier en fusion, on s'en souvient toute sa vie. Hein. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et une autre façon aussi d'aider à donner à voir, c'est d'accompagner les enseignants qui ne sont pas eux-mêmes des filières scientifiques et techniques, et de moins en moins, et c'est toute une difficulté de l'éducation nationale. Et nous avons développé sur ces dernières années tout un programme en lien avec le rectorat pour réfléchir à la façon, par des outils pédagogiques qui permettent de donner à voir, avec des mallettes pédagogiques pour donner à voir à quoi ressemble le bois, quelles sont les propriétés mécaniques du bois, par exemple, etc., mais dans d'autres domaines, dans le domaine, je dirais, de l'agroalimentaire, etc., pour réussir. Soit on arrive à prendre les enfants et à les amener dans les usines, soit on arrive à faire rentrer de la technologie dans les salles de classe. Voilà, c'était un simple témoignage, mais je suis convaincue qu'il faut donner à voir et je dirais même donner à toucher. Oui, il faut rendre les choses un peu plus concrètes pour changer l'image, quoi. En fait, c'est ça. Pas forcément pour changer l'image, pour permettre qu'un enfant
sachent que ça existe et y pensent. Et un enfant, et ensuite, je dirais, un collégien, un lycéen, etc. C'est pas qu'une question d'image. Pour penser qu'un tel avenir est possible, il faut avoir une idée de ce qu'il y a derrière la porte. C'est pas du tout évident dans un système où justement ce lien avec le monde industriel c'est un peu distendu et où le lien avec les sciences et technologies ne passe pas forcément aussi simplement qu'avant par l'enseignement primaire. Mmh. Merci Anne Beauval. On a peut-être juste une dernière question sur, alors je pense qu'on y a un petit peu répondu, mais comment fluidifier le lien entre besoins de l'entreprise et formation à l'avenir? Qui veut répondre sur cette question-là? Je crois que les choses évoluent quand même parce que on parle de formations qui sont faites en co-construction. Qui veut oui, Pierre Jacob, allez-y. Oui, dans 30 secondes. C'est plus du tout archaïque ou plus du tout hermétique le monde de l'éducation et de l'entreprise comme on pouvait l'avoir il y a quelques décennies. On travaille en grande proximité et c'est un apport réciproque. Tout à l'heure, on parlait de l'apprenti qui apporte à l'entreprise, mais l'entreprise qui apprend de ses apprentis. Aujourd'hui, on a des équipes pédagogiques, des enseignants qui apprennent avec les entreprises et les entreprises qui apprennent auprès des personnels enseignants. Et les liens doivent être forcément ténus très proches pour eux, entre les deux, pour que ça fonctionne. Et je trouve qu'il y a eu une grande ouverture du monde de l'éducation et universitaire vers les entreprises et une grande ouverture aussi de l'entreprise vers le monde universitaire ces dernières années, ce qui explique et qui peut nous rendre confiants le dynamisme aussi qu'on a dans certaines filières parce que ça n'existait peut-être pas dans les années 80-90. Merci pour cet enthousiasme, Pierre Jacob. Dernière question de l'amphithéâtre virtuel et puis on devra rendre l'antenne. Alors, oui. Nous avions une dernière question écrite. Ah non, attendez, on a une question en fait de Monsieur Joris Foresti. Allez-y. Bonsoir à tous, je me dévoue. Par rapport aux questions des femmes dans l'industrie, quelles sont, selon vous, les propositions qui pourraient inciter ces jeunes filles ou des personnes déjà actives à se convertir vers les métiers de l'industrie? Merci. Qui veut répondre à cette question-là? Je pense qu'on a déjà donné des éléments, mais peut-être un point de précision. Peut-être la réalité ou les réalités de l'industrie tout simplement. Et puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés parfois dans les familles sur ce que doit faire une femme ou sur ce qui est le plus facile de faire comme métier pour avoir une bonne vie de famille, etc. C'est très intéressant de discuter avec les jeunes femmes pour voir comment dès le départ, elles sont parfois orientées vers des métiers qu'elles ne connaissent pas plus que celles vers lesquelles elles ne sont pas orientées. Mais je crois qu'il y a un gros travail de préjugés qui peut exister dans les familles, parfois chez certains enseignants, parfois dans les entreprises. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut travailler. Je crois qu'il y a un aspect culturel non négligeable qu'il faut prendre en compte. Et surtout, comme le disaient plusieurs des interlocuteurs, leur montrer la réalité de ce que sont les industries, c'est le principal. Merci Pierre Jacob, je crois qu'on va conclure sur ça. Merci à tous les 6 pour vos interventions. Je pense qu'ils nous ont éclairés. Merci donc à vous. Alors en revanche, restez connectés, la journée n'est pas finie. C'est maintenant le temps de conclure avec plusieurs interventions et notamment une interview de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et pas d'inquiétude, si vous n'avez pas pu suivre l'ensemble des échanges qui ont eu lieu sur toute cette journée, vous pourrez retrouver tout ça sur le site du Cercle des économistes dans les jours à venir. Merci beaucoup.